Notre invité Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les terrasses, les bars, les cafés, les restaurants, c'est bien, mais enfin l'école, c'est important. Et c'est même très important. Est-ce que tous les élèves, primaires, collèges, lycées, retourneront en cours avant les vacances scolaires le 4 juillet ? Toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées ont vocation à ouvrir d'une façon ou d'une autre, et tous les élèves ont vocation à revenir même un peu dans leur école, leur collège et leur lycée. Tous les élèves reviendront même un peu. J'aimerais que ce soit le cas. Après, vous savez, peut y avoir des exceptions. C'est notamment, déjà, parfois, ça dépend de certains élèves qu'on a encore du mal à aller chercher, si je puis dire. Et puis, d'autre part, il peut y avoir tel ou tel problème localement. Mais ce qui est difficile dans ce mois de mai et ce mois de juin, c'est d'avoir tous les élèves ensemble, vous le savez bien, puisque le protocole sanitaire nous oblige à souvent fonctionner par roulement. Et ce roulement doit permettre au maximum d'accueillir les élèves, d'autant plus qu'au mois de juin, nous commençons à déployer un dispositif conçu avec les mairies, qui est un dispositif qu'on appelle sport, santé, culture, civisme, et qui permet d'avoir des activités en plus de l'école, aux heures de l'école. Un dispositif qu'aujourd'hui ne rencontre pas un succès formidable, 200 communes. Hein. Oui, mais parce on que en c'est est à le début. 200 communes. 200 communes en 2 semaines. 36 000. Oui, mais d'abord, certaines des communes qui commencent à signer sont des grandes communes, donc ça va représenter beaucoup d'enfants. Et d'ici à la fin du mois de juin, vous verrez que ce sera monté en puissance assez fortement. Bien. Jean-Michel Blanquer, je vous disais cela parce qu'il y a des parents, et je les entends, et je les vois, et je lis les messages des parents qui en ont assez, qui demandent à ce que leur enfant puisse aller à l'école aujourd'hui. Oui. Et c'est un vaste problème. Est-ce que vous allez alléger le protocole sanitaire ? Au mois de juin, c'est difficile, puisque ce Donc protocole... vous ne l'allégerez pas au mois de juin ? Vous savez, on a parfois un peu la mémoire courte, parce que le protocole sanitaire, il a été élaboré il y a moins d'un mois. Et il y a moins d'un mois, souvenez-vous du débat qu'il y avait. Le débat, c'était, on me reprochait de vouloir rouvrir les écoles. Aujourd'hui, on me reproche que ça n'aille pas assez vite et assez loin, alors que c'est un processus très complexe. Bien entendu que la situation est imparfaite, mais nous avions 2 grands objectifs. Le premier, c'est le retour à l'école, parce que l'école, c'est fondamental. Puis le deuxième, c'était des garanties sanitaires, puisqu'il faut continuer, évidemment, à être prudent avec le virus, même s'il circule moins maintenant. Mais il est quand même toujours là. Donc il est normal de maintenir ce protocole sanitaire strict. C'est d'ailleurs la condition de la confiance. Ce que j'espère, c'est que nous serons capables de... Mais ça dépend de l'évolution de la situation épidémique. Vous pourriez l'alléger courant septembre. Non, je pense que c'est plutôt pour la rentrée. Il ne sera pas allégé. Il sera allégé pour septembre. Je l'espère. Imaginez que l'épidémie reparte, ce serait pas le cas. Mais sinon, on l'espère aussi. Mais si les choses évoluent bien, continuent à évoluer positivement comme c'est le cas actuellement, alors oui, il faudra l'alléger certainement. Donc pas d'allègement du protocole sanitaire avant la fin de l'année scolaire et allègement probable en septembre. Voilà pour résumer. J'ai résumé même si la situation. Vous l'avez bien résumé. Sachant que nous nous préparons à tous les scénarios pour septembre, que ce soit celui avec un allègement du protocole sanitaire. Avant d'entrer dans les détails école, collège, lycée, je voudrais quand même, encore une fois, relayer les inquiétudes de nombreux parents. Mais que répondez-vous à ces parents qui ont leurs enfants à la maison et qui ne peuvent plus parce que, au bout d'un moment, c'est bien l'enseignement à distance, mais c'est mieux d'être en classe et qui ne peuvent plus les garder pour des raisons, parce qu'ils ont repris le travail. Que leur dites-vous ce matin ? Et pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans cette situation ? Au-delà du problème sanitaire, pourquoi ? Alors d'abord, je leur dis que je les comprends, je vois très bien dans quelle situation ils sont. Donc, 2, que la situation, elle est nécessairement imparfaite. On ne passe pas d'une situation de fermeture complète des écoles, et la situation que nous avons tous connue, à une situation où du jour au lendemain, on réussit à ouvrir avec un protocole sanitaire strict. On n'a jamais prétendu que ça allait être plein et complet et qu'on réussirait tout de suite pour tous les enfants. C'était déjà quelque chose de considérable que de réussir à rouvrir. Si nous nous comparons aux autres pays européens, nous sommes parmi ceux qui le faisons le plus, le mieux. Maintenant, j'ai clairement dit que le mois de mai était un mois d'amorce, c'est-à-dire commencer progressivement à faire rentrer notamment les écoliers et un peu les collégiens. Maintenant, le mois de juin, c'est un mois de consolidation, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'écoliers qui viennent, plus de collégiens, plus de lycéens. Nous rectifions le tir chaque fois que nous voyons qu'il y a trop peu d'élèves qui sont accueillis dans une école, par exemple. Est-ce que les écoles pourraient accueillir davantage d'élèves, franchement ? Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Chaque jour, nous faisons progresser
ce point-là. Et souvent, nous comparons certaines écoles entre eux ou certaines communes entre elles. Oui. Par exemple, on voit parfois qu'il y a des groupes qui sont trop petits. Parfois, on est allé un peu trop loin dans la constitution de groupes petits. Donc, vous avez, par exemple, 6 ou 7 élèves dans la classe, alors que le maximum, c'est 15. Oui. Donc, on peut encore progresser. Et c'est un travail qu'on fait au quotidien avec les directeurs et les directrices d'école. Oui. Et maintenant, avec les principaux de collège et les proviseurs. Est-ce que vous n'êtes pas un peu indulgent avec les enseignants qui exercent leur droit de retrait, qui disent oh non, on n'ira pas travailler avant septembre? Non, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants qui ne soient pas au travail. Les enseignants qui ne sont pas là sont dans le travail à distance. Mais certains ne veulent pas revenir dans les établissements. Alors, certains peuvent avoir des raisons valables, des raisons de santé, ou même quand vous avez dans votre famille, dans votre foyer, quelqu'un qui est fragile par sa santé. Donc nous avons quelque chose qui aujourd'hui est ajusté au nombre d'élèves, puisque nous n'avons pas tous les élèves à la fois, nous n'avons pas non plus tous les professeurs à la fois. Mais c'est le premier facteur qui doit être la condition du deuxième, et pas l'inverse. Et donc, évidemment, nous travaillons au retour progressif des professeurs, mais là, c'est pareil que dans d'autres domaines. Le retour, il est forcément progressif. Et puis, tous les professeurs qui ne sont pas là sont en télétravail pour assurer l'enseignement à distance avec les élèves. Alors, je ne vous dis pas, encore une fois, que tout est parfait partout. Je ne l'ai jamais prétendu. À Paris, par exemple. C'est déjà, encore une fois, à Paris, par exemple, vous avez souligné le manque d'entrain, entre guillemets, de la municipalité. À certains endroits, je pense que la mobilisation notamment du personnel, parce que parfois ce qui fait que l'accueil est restreint, c'est le manque de personnel aussi de la collectivité. Donc à Paris, c'est ce que j'ai pu constater dans plusieurs endroits où les enfants étaient insuffisamment accueillis. C'est pour ça que je l'ai signalé la semaine dernière à la mairie de Paris. Et en réalité, depuis le début du processus, parce que je pense qu'on peut faire mieux à Paris, et c'est une question de dialogue entre le rectorat et Madame Hidalgo, mais j'espère qu'elle va travailler à cela, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'à Paris, la situation mérite des améliorations. Oui, manque de volonté. Manque de volonté? Non, je pense que parfois c'est tout simplement une forme on fait passer un message politique sur le dos des enfants? Écoutez, j'espère que ça n'est pas ça. Non, j'espère que ça n'est pas ça, tout simplement. Oui, vous espérez que ce n'est pas ça, mais vous pouvez le penser. En tout cas, nous avons tous intérêt à ce que le maximum d'enfants aillent à l'école, et c'est à cela qu'on doit travailler sans polémique. Bien. Collège, 95% rouvert en zone verte, 6e et 5e par petits groupes, c'est bien cela, en zone verte. Ça, tout à fait. 4e et 3e aujourd'hui? Les 4e et 3e commencent à rentrer en zone verte, et les 6e et 5e commencent à rentrer en zone rouge. Bien, orange. En zone rouge, oui. 4e, 3e en zone orange? Là, oui, les 4e et 3e. Est-ce que les 4e et 3e vont avoir des heures de cours avant la fin de l'année? Oui, la réponse est clairement oui. Simplement, on commence par les 6e et les 5e, donc c'est ce qui commence cette semaine. Et puis les 4e et 3e de zone orange, c'est-à-dire notamment Paris, la région parisienne, et puis Mayotte, et bien vont pouvoir commencer à rentrer. Parce que Jean-Michel Blanquer, les décrocheurs, on parle beaucoup des décrocheurs, souvent on les retrouve notamment en Ile-de-France en 4e et 3e. C'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'il faut que les 4e et 3e rentrent dans un temps très proche aussi, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, en réalité, avec pragmatisme, nous demandons aux principaux de collège d'être capables éventuellement d'accueillir des décrocheurs de 4e et de 3e par petits groupes, déjà quand c'est possible, bien sûr. Quand c'est possible. Savez, mon principal message vis-à-vis de tous les acteurs, que ce soit ceux de l'éducation nationale ou ceux des collectivités locales, et aux parents aussi, c'est on doit faire revenir les enfants au maximum, et on doit avoir une attention particulière aux élèves les plus défavorisés, ou en tout cas ceux qui ont le plus de difficultés scolaires. Alors, décrochage aussi en lycée professionnel, on le sait. Oui, tout à fait. Quel est le taux aujourd'hui de décrochage en lycée professionnel? Parfois, ça peut être autour de 20%. La moyenne nationale est à 4% sur l'ensemble des élèves. Mais en lycée professionnel, c'est légèrement au-dessus de 20%. Donc, on doit, et dans certains endroits, c'est plus que cela encore. Donc, il y avait une urgence des lycées professionnels. Je l'ai dit et répété très fortement depuis plusieurs semaines. Et c'est pour ça que j'étais content qu'on puisse prendre cette mesure d'ouverture des lycées professionnels. C'est désormais une réalité. Et là aussi, mon message aux proviseurs, c'est le volontarisme au service de nos élèves. 643 000 jeunes, 40% des lycéens, le lycée professionnel. On l'oublie souvent, malheureusement, on en parle beaucoup moins. On en parle toujours au maximum. Mais c'est vrai. Oui. Alors là, lycée professionnel ouvert, tous ouverts? On est d'accord? Oui, tous ouverts. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tous ouverts. Alors parfois c'est la pré-rentrée aujourd'hui, et en zone orange avec des flux qui sont plus légers, mais le principe c'est tous ouverts. Oui. Et en zone orange, les lycées généraux? Comment ça va se passer? Alors, là aussi, c'est tous ouverts, mais pour des entretiens individuels. Si vous voulez, il va se passer au mois de juin, notamment pour les lycéens, quelque chose de différent de ce qui se passe habituellement. Moins d'heures de cours, mais plus de personnalisation.
des entretiens individuels, une projection dans l'année prochaine, puisqu'il faut faire le point sur là où ils en sont. Certains ont très bien... C'est-à-dire qu'un élève aura un entretien avec son prof, quoi. Voilà, exactement. Comme un cours individuel, comme un cours... Oui, comme un entretien à la fois pour faire le point de bilan de compétences, d'une certaine façon, et puis conseil pour la suite. Et ça peut être extrêmement précieux. Notre objectif, c'est d'avoir un raisonnement sur 2 années maintenant. C'est-à-dire, il y a l'année 2019-2020 qui a été très particulière, et puis on a l'année 2020-2021 qui doit même une année où on permettra de rattraper certains retards, puis de tenir compte de ce qui s'est passé précédemment. Bien, donc, les internats seront tous ouverts? Alors oui, mais selon le protocole sanitaire qui est assez strict aussi, alors parfois dans certains cas ça va amener à ne pas ouvrir l'internat, mais l'objectif c'est qu'ils soient tous ouverts et en respectant le protocole. Les enfants handicapés, je ne les oublie pas, seront-ils tous accueillis? Ils ont vocation à être tous accueillis. Alors, chaque handicap est un cas particulier, mais nous avons évidemment voulu que ce soit prioritaires. Ils sont prioritaires, affichés comme tels depuis le début. Nous avons, à partir de cette semaine, nous aurons réouvert ce qu'on appelle les ULIS, donc les unités qui sont spécialisées pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc 100% des ULIS doivent avoir ouvert cette semaine, sachant qu'on est déjà à 80%. Mais l'objectif, c'est effectivement cet accueil prioritaire. Certains handicaps rendent les choses peut-être parfois plus compliquées pour qu'on réussisse cette intégration, mais l'objectif est là et nous avons beaucoup travaillé avec Sophie Cluzel et le monde associatif pour que ce soit une réalité sur le terrain, avec la mobilisation de nos AESH, de nos accompagnants, pour revenir le plus possible à la normale, sachant qu'on revient de loin sur ce sujet avec ce qui s'est passé. Alors j'imagine que vous préparez déjà la rentrée, on en parlait tout à l'heure, évidemment que vous la préparez. Concertation, je crois, avec tous les partenaires sociaux, avec les associations d'élus, les parents d'élèves, pour bien préparer cette rentrée, pour que tous les cours soient assurés dans de bonnes conditions. Oui. Hein, l'objectif, c'est d'être dans une concertation maximale. C'est ce qui va caractériser ce mois de juin. C'est une concertation très large, avec les organisations représentatives, avec les parents d'élèves, avec les élèves eux-mêmes d'ailleurs, les élus bien sûr, pour préparer cette rentrée du mois de septembre avec les différents scénarios, en tirant aussi les enseignements de ce que nous avons vécu avec la période de confinement. Je pense en matière numérique en particulier, tous les progrès que nous pouvons faire. Et puis je pense aux pratiques sportives et culturelles. Nous voulions de toutes les façons, indépendamment de cette crise, développer le sport et la culture à l'école. Et donc, vous voyez, au cours de ce mois de juin, vous aurez des petits groupes d'élèves de 15 qui vont aller au musée. Est-ce qu'on peut imaginer un jour ce qui se fait partout, pas partout, mais dans de nombreux pays, c'est-à-dire que des études jusqu'à 12h ou 14h, et puis ensuite du sport? Oui, bien sûr. C'est un objectif? C'est un objectif, oui. On a lancé une première expérimentation l'année dernière qui concerne quelques établissements. On l'a fait avec Roxana Maraciné à nous, pour que aussi les acteurs du sport s'impliquent là-dedans. Il y a la dynamique Paris 2024 qui fait que on crée de plus en plus de sections sportives, que l'on veut développer le sport à l'école. Une sorte de mi-temps. Est-ce qu'un jour on peut imaginer des enfants en France, avoir un mi-temps? Alors mi-temps, pas au sens où il y aurait une diminution des heures de cours, parce que vous savez, mon grand principe, c'est quand même de maintenir une forte exigence. Et mon objectif, c'est de rehausser le niveau. Mais on rehaussera d'autant mieux le niveau que les enfants seront épanouis. D'où l'importance des activités sportives plus importante que ça n'est le cas aujourd'hui, et puis les activités culturelles. Et donc aller au musée, profiter du conservatoire local, la musique par exemple est essentielle aussi, donc c'est pour ça que je mets ensemble ce sujet sport et ce sujet culture. L'école doit être un plaisir, le plaisir d'apprendre, parce qu'on se structure l'esprit, on apprend des choses, et puis en même temps, on s'épanouit avec les autres, d'ailleurs, avec du sens du collectif. C'est l'objectif de l'école, et il se résume ainsi, et donc la place du sport et de la culture vont se développer. La crise nous oblige un peu à accélérer ce qu'on devait faire de toute façon sur ce sujet. École ouverte, colonie apprenante, parcours buissonnier, accueil de loisirs apprenants, tout ça, ce sont de jolis mots, alignés les uns derrière les autres. Oui, mais moi j'ai une question simple, qui va enseigner aux enfants? Ça c'est pour cet été, hein, on est bien d'accord, mais qui va enseigner aux enfants ou qui va les encadrer? Alors, il y a plusieurs catégories d'encadrants, mais il y aura fondamentalement, dans une grande et belle tradition de l'éducation nationale, des professeurs volontaires, et puis, d'autre part, les éducateurs qui ont déjà l'habitude, évidemment, d'encadrer les colonies de vacances. Donc, c'est tout un travail que nous faisons avec les associations qui gèrent cela, ou aussi avec les collectivités locales, pour avoir des nouvelles formes de colonies de vacances qui tiennent compte là aussi de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir dans certains cas même du soutien scolaire. Nous allons avoir l'opération école ouverte qui fait qu'on va avoir des écoles, des collèges et même des lycées pro justement qui seront ouverts pendant l'été. Vous voyez, on va faire un été pro, ça voudra dire que vous aurez certains lycées pro qui seront ouverts avec des ateliers, un atelier de cuisine, un atelier de menuiserie, un atelier de charpenterie. Tout ça pour arriver à ce que
d'abord certains rattrapages puissent se faire, qu'on puisse valoriser l'enseignement professionnel, et puis qu'il y ait des élèves qui, n'étant pas en vacances, puissent quand même avoir des activités. Et puis il va y avoir ce que vous avez appelé vous l'avez rappelé, les parcours buissonniers. Oui. Ce sera une façon très originale d'inventer des nouvelles colonies de vacances en petits groupes, c'est-à-dire des enfants qui partent sous la tente, souvent, en milieu rural, dans leur région. Il y aura du soutien scolaire aussi. Si j'ai un élève un enfant qui est en difficulté, il pourra aller à l'école la plus proche ou au collège le plus proche pour avoir du soutien scolaire. Absolument. Et vous aurez du soutien scolaire, notamment la dernière semaine d'août, pour les élèves de CM2 en particulier, mais même pour tous les élèves de l'école primaire. Bien. Les concours de l'éducation nationale. Je voudrais vous poser une question parce que là aussi j'ai été interpellé. Pas d'oral pour les candidats au concours externe, mais oral pour les candidats au concours interne. Il y a là une vraie différence, franchement, une inégalité. Est-ce que vous pouvez nous annoncer ce matin que les admissibles au concours interne seront admis ? Les admissibles au concours interne, alors c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour nos auditeurs, mais ce sont les personnes qui travaillent déjà pour l'éducation nationale. Exact. Soit parce qu'ils sont contractuels, soit parce que par exemple ils ont un CAPES et qu'ils veulent avoir une agrégation. Voilà. Donc ces personnes que je regarde avec beaucoup d'attention, qui sont aujourd'hui 8000 admissibles. Qui ont envie en plus, qui ont envie d'enseigner. Mais bien sûr, mais en même temps c'est mon devoir d'avoir une certaine exigence pour leur entrée dans le métier. Oui. Donc on est en train d'arriver à une solution qui permettra d'avoir à la fois les admissibles, la première moitié admise, et les autres sur une liste complémentaire, ce qui permettra de recruter une bonne partie d'entre eux tout au long de 4000. 4000, puisqu'ils sont 8000 admissibles. Bon. Il devait y avoir 4000 admis à la fin. À la rentrée. La moitié. Et donc, nous allons avoir un système qui permet d'éviter d'avoir cet oral de septembre. J'ai entendu ce qu'ils m'ont dit. Il n'y aura pas d'oral, donc. Non, parce que tout simplement, on a discuté, on a regardé comment faire. Très bien. L'objectif, vous savez, c'est à la fois la bienveillance et l'exigence. Alors, combien la bienveillance vis-à-vis de chacun, d'admis la moitié, c'est-à-dire 2000. Non, c'est 4000 sur les 8000. Oui, bon, d'accord. Voilà une bonne nouvelle. Bien, j'ai une autre question. Les fameuses primes. Jusqu'à 1 000 euros, vous avez dit. Hein. Combien 65 000 personnels de l'éducation nationale. Bon, jusqu'à 1 000 euros. C'est-à-dire qu'il y aura des primes de 330, 660 et 1 000 euros. Exactement. Exactement, c'est bien cela. C'est bien ça. À qui ? C'est déjà pour tous les professeurs qui se sont investis dans l'accueil des enfants de personnel soignant. Hein. Chacun le sait, pendant toute la crise, pendant les 2 mois de confinement, tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, vous aviez les enfants de soignants qui étaient accueillis dans les écoles, parfois les collèges, et nous avons ainsi pu traverser la crise grâce à ces professeurs investis. Il est normal aujourd'hui de les remercier. Vers quand cette prime ? Je ne voudrais pas trop m'avancer parce que les histoires de paye sont toujours compliquées, mais je crois que ça devrait être sur la paye de juillet, mais sur la paye de juillet. Je dois vérifier ce point. À propos de rémunération, parce qu'il va bien falloir reposer la question, hein, j'ai regardé encore les chiffres, ce sont des chiffres du ministère, hein, $42 pour un enseignant français par heure d'enseignement. Hein, $42, c'est en dollars. C'est en dollars, c'est regrettable. Bon, d'accord, mais bon. Dernière étude, 49 pour un Italien, 56 pour un Portugais, 68 pour un Néerlandais, 93 pour un Allemand, presque le double. Presque le double. Moyenne de l'OCDE, $56, moyenne de l'Union européenne, $55. Nous sommes en dessous de tout. C'était compris dans la réforme des retraites. La négociation était englobée dans la réforme des retraites. Est-ce que vous allez la reprendre ? Oui, bien sûr, je vais la reprendre en cette fin d'année scolaire, maintenant que les choses reprennent leur normal, d'ici à la fin du mois de juin, de façon à ce qu'on ait des discussions avec les syndicats, qui d'ailleurs non seulement concernent le sujet de la rémunération, mais plus généralement l'exercice du métier. Oui. On a dit tout à l'heure sur l'épanouissement, ça vaut aussi pour les professeurs, il faut que leurs conditions de travail soient meilleures. On a des sujets par exemple de médecine du travail, on a des sujets d'organisation du temps. Simplement, il faut que ce soit dans une vision complète et systémique pour tout simplement moderniser notre école. Donc il faut mieux payer nos professeurs et il faut le faire aussi dans le cadre d'une carrière plus souple, où ils peuvent davantage faire de choix. Négociation salariale ouverte, globale, on est bien d'accord, dans une conditions de travail, rouverte avant le mois de juin, on est bien d'accord. On la sort de la réforme des retraites. Oui, il y avait depuis le début. Des retraites, d'ailleurs, qui... Depuis le début, il y avait une dimension... passée Alors, je ne suis pas ministre des Affaires sociales. Non, mais j'ai compris. Et bien sûr, il y aura des décisions à prendre en la matière, et il ne faut d'ailleurs pas jeter tout le bébé avec l'eau du bain, mais par contre, ce qui est certain, c'est que le sujet de la rémunération est un sujet qui se posait en soi, et que nous allons donc reprendre tranquillement
avec sa dimension indépendante. Il y avait une dimension dépendante des retraites, c'est vrai, mais il y a une dimension indépendante des retraites pour notamment valoriser les débuts de carrière. Je suis très attentif à ça, ne serait-ce que pour l'attractivité du métier pour les jeunes, et donc les salaires des plus jeunes doivent augmenter. Bon, vous n'êtes pas ministre des Affaires sociales, mais vous avez été professeur de droit public et vous avez dirigé une grande école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Est-ce que baisser les salaires pour relancer l'économie, c'est une bonne idée et une bonne solution ? Je ne pense pas. Le problème de la France, c'est d'avoir une productivité qui soit à la hauteur. Donc le sujet n'est pas de baisser les salaires, le sujet, c'est d'avoir une belle valeur ajoutée, et donc d'être toujours dans l'innovation, d'être capable d'être les meilleurs dans un certain nombre de domaines, par exemple dans le domaine de l'automobile, dans le domaine aéronautique, dans le domaine de la chimie, d'où l'importance de réindustrialiser, d'avoir ce que nous faisions d'ailleurs bien avant la crise. On ne l'a pas réalisé à l'occasion de la crise. La France était d'ailleurs, et est encore aujourd'hui, le pays en Europe qui attire le plus d'investissements étrangers. C'est une des très belles victoire du président Macron depuis qu'on est là, même si les effets après se voient dans la durée. Donc ce qui est très important, c'est tout simplement d'avoir un vrai tissu industriel en France, un vrai sens de l'innovation, de l'investissement dans l'avenir, donc dans l'éducation. Et vous savez, l'éducation et la santé peuvent être vraiment les moteurs de notre croissance future, d'une France où il fait bon vivre, à partir du moment où c'est bien réparti sur le territoire, et à partir du moment où tout ceci génère une forme de nouvelle économie. On doit aller vers une société décarbonée, une société plus écologique, avec justement de nouveaux types d'industries, c'est évident, et ce sera porté notamment par l'éducation, c'est-à-dire des citoyens qui ont une éducation qui leur permet de participer de manière forte à l'économie, mais aussi une santé forte pour tous nos citoyens. Tout ceci, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. La santé et l'éducation, c'est de l'investissement pour le futur, et c'est cela évidemment que je plaide en permanence. J'ai une dernière question. Vous êtes membre de La République En Marche. Est-ce qu'Agnès Buzyn ne sert pas de punching ball dans cette campagne municipale à Paris, franchement ? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est tout simplement dans une situation de continuité, de fidélité à un engagement qu'elle a pris au début. C'est courageux, c'est difficile, on va pas se le cacher, mais parfois il faut faire... nous verrons demain. Nous verrons demain ce qu'elle en dit, puisqu'elle sera mon invitée demain matin, ici même à votre place. Agnès Buzyn, merci Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. Il est 8h55, RMC et BFM TV.